Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition de l'information du 20h sur les antennes de la télévision du monde, les femmes face à la discrimination foncière en Ngaoundéré dans la région de la Lamaroua. Elles sont des milliers de femmes dans cette situation de plus en plus préoccupante parce que marginalisées sur leurs droits fonciers. Face à cet état de choses, la société civile à travers le réseau des femmes et développement monte au créneau pour dénoncer ce phénomène. Également titre: en Afrique du Sud, le ministre de la Police s'engage à rencontrer les communautés locales à la suite des violences xénophobes dans le pays. Dimanche dernier, les violences et actes de pillage ont débuté après la mort par incendie de 3 personnes dans un bâtiment du centre-ville de Johannesburg avant de se propager dans les quartiers. Puis à Pretoria, Beki Seli espère donc trouver une solution à ces actes de violence xénophobes avant la fin de la semaine. Et puis, en sport, match retour du deuxième tour éliminatoire des Jeux Olympiques Tokyo 2020. L'Éthiopie tient le Cameroun en échec sur ses propres installations. Les deux formations se sont neutralisées hier à Yaoundé sur le score de 0 but partout. Détail dans cette édition de l'information. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette édition de l'information. Édition que nous ouvrons par cette visite de chantier du ministre en charge du développement urbain et de l'habitat, Célestine Kétia-Cortez, était de nouveau sur le terrain en col Niada, une route qui mène au Mont Fébé, où elle a pu constater que les travaux évoluent à un rythme soutenu. Les détails de Jean-Oscar Libok et de Mohamed Essoumba 2. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose avec des photos pour soutenir et faire une petite plateforme de marche? Visite de chantier de Célestine Kétia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain à la colline de Niada, Kolniada. Là, ce qui mène à l'hôtel Montfébé, désormais sécurisé de jour comme de nuit. Le jour, c'est garde-fou et les tracés vous font voir l'évidence. Et la nuit s'ajoute ces sillons lumineux qui vous délimitent efficacement l'axe et balisent à souhait la voie, environ 500 mètres du parcours Vita à l'hôtel. Il s'agissait pour nous de regarder et de voir si la route est bien balisée, si le passage piéton est bien matérialisé, de telle sorte que les voitures ne trouvent pas les piétons à leur espace réservé. Il s'agissait aussi pour moi de vérifier la qualité du matériel qui est très solide. Et comme vous l'avez entendu, une voiture qui se cognerait ici verra une déviation immédiate parce que ce sont des balises d'autoroute. Et c'est de ça qu'il s'agissait, mettre des choses pour sécuriser nos chauffeurs, nos véhicules, afin que nous ne nous retrouvions pas en contrebas, mais également protéger de nombreux marcheurs qui vont souvent faire leur sport très tôt le matin. Les automobilistes et les autres usagers, sportifs et piétons, sauront désormais éviter les dérapages et les accidents qui pourront les conduire dans ce ravin. Rappelons que jadis, cet axe a causé pas mal de malheurs. En 22 jours de travaux seulement, tout semble déjà répondre aux attentes du Bindjung. Seul reste à réaliser le passage indépendant et sécurisé des piétons, selon les dires du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Nous avons convenu qu'il faut clairement matérialiser le passage piéton et finir les accotements. Et l'autre projet que je souhaite au terme, c'est même d'enlever les piétons de l'axe principal en faisant un aménagement de l'autre côté avec des pilotis et puis un terre-plein de l'autre côté afin que les marcheurs soient vraiment éloignés des voitures. Le chantier ainsi avancé, les entrepreneurs chinois annoncent la fin des travaux et la livraison du chantier à la fin du mois de septembre 2019. Nous parlons à présent du développement local. Les populations du village Bakakdé et Mambilia dans l'arrondissement de Lonako veulent donc donner un nouveau visage avenant à leurs agglomérations. C'est dans la région du littoral. Jean-Germain Yedna, Château-en-Vallon. Des populations des villages Bakakté et Mambélion dans l'arrondissement du Lonako, tous unis pour l'essor de ces deux agglomérations nichées dans le département du Mungo, avec la chute de la production du cacao et du café, principale source de revenus de ces hommes et femmes, pour la plupart déjà en retraite dans cette zone bassin agricole. Ces populations se sont consacrées depuis quelque temps dans le développement participatif de ces deux villages. Ouais, les ressources là sont donc passées, je crois, 1 ou 2 ans
Plus rien, c'était une hécatombe totale. On a donc abandonné et on est donc tombé cacaoyère. Donc ce qui fait donc que c'est le cacao qui prime maintenant avec le manioc et le palmier à huile. C'est ça que ce village ne vit que de ça. Nous, la population de Bakakté Mambélion, nous les saluons. D'abord, nous ne connaissons pas encore les attentions que nous devions envoyer chez eux. Tout simplement les remerciements qu'ils nous envoient, du couragement de bien travailler la route. Et en cette période de forte pluviométrie, qui n'est pas du tout favorable aux usagers qui empruntent cet axe routier enclavé, c'est chaque ménage du village Bakakté et celui de Mambélion qui apporte sa pierre pour l'aménagement de l'infrastructure routière. Lorsqu'on appelle les parents, les jeunes assortis, c'est les jeunes des deux villages qui sortent pour faire le travail. Donc, je veux d'abord remercier tous ces gens, tous ces frères qui sont sortis aujourd'hui, tous ces parents, pour faire ce travail et permettre que le village Bakakté Mambélion ait au moins un accès facile durant cette saison de pluie. Parce que c'est quand on vit ces problèmes en direct qu'on comprend la difficulté que les populations vivent. C'est pour cela que je suis ici. Toutes les semaines, je viens. Et j'ai trouvé que l'accès en cette saison de pluie est impossible. Vraiment impossible. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les véhicules pourront normalement entrer dans Bakakté Mambélion sans problème. Un travail manuel de ces populations avec son lot de risques et conséquences, d'où l'appel à rescousse des élites de ces deux localités et autorités administratives, municipales et politiques de l'arrondissement du Lonako. Vous voyez là, nous sommes en train de faire tout à la main. Les pioches, les pelles, les brouettes, on n'en a pas. Si Madame le maire, et je suis sûr que dès qu'elle entend ce cri-là, elle est humaine, elle va le faire. Son degré d'humanisme va permettre qu'elle nous donne un soutien. Donc nous appelons les élites, extérieures comme intérieures, de mettre la main pour que ce travail continue, parce que ça va continuer comme ça tous les jeudis. Il faut l'investissement humain pour que, enfin, nous ayons atteint le but inconsté. Un développement participatif de ces populations pour donner un visage encore plus avenant au village Bakakté et Mambélion. Nous l'annoncions en titre, les femmes face à la discrimination foncière dans la ville de Ngaoundéré, c'est dans la région de la Damawa. Elles sont en effet de plus en plus nombreuses, les femmes dans cette partie du terroir, dans cette situation préoccupante, dénoncée d'ailleurs par le réseau des femmes de développement qui est monté au créneau pour évoquer cette injustice. Les précisions de Boubacar Moussa et de Rodrigue Tapéo. Les faits sont préoccupants. Plus d'une affaire sur deux pendante devant les tribunaux de la région ont une origine foncière. Les conflits liés à l'accès à la terre et à la propriété foncière défraient régulièrement la chronique. Pour éradiquer ce phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur, l'association de la société civile Femmes Dynamiques de Bamnyanga va au devant de la scène en organisant un atelier de restitution des résultats de l'étude sur les différentes pratiques et les problèmes fonciers dans la région de l'Adamawa. Vous savez que la sécurisation des terres au Cameroun, c'est un processus à longue haleine. Et ce qui fait que les communautés éprouvent suffisamment de difficultés. Mais l'étude nous a révélé les mêmes constats qu'on avait faits. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a d'abord dans un premier temps, vous savez que notre action c'est lié au genre. Et quand on dit genre, on ne dit pas le genre comme genre entre les différences entre hommes et femmes, mais le genre en termes de marginalisation des personnes handicapées, des personnes du troisième âge, des jeunes, des femmes, c'est-à-dire que les gens qui sont les plus touchés. Et l'enquête nous ramène comme information, comme résultat, comme difficulté qu'on a rencontré, c'est qu'il y a un problème de marginalisation d'abord de la femme. Ça, c'est le plus gros problème qu'on a rencontré sur le terrain. Deuxièmement, nous avons les us et les coutumes qui appuient vraiment sur le bouton déranger. Et quand il appuie sur le bouton déranger, personne n'est en paix.
Troisièmement, nous savions que les terres aujourd'hui est devenue une ressource où tout le monde exploite. Ce n'est pas seulement que la femme ou les jeunes, mais c'est toutes les communautés qui veulent s'approprier de la terre. Mais pour arriver à ça, le processus est tellement long, durable, et ça demande des ressources. Si la législation en vigueur ne fait aucune différence de sexe en matière du droit foncier, il en va autrement des coutumes locales. Les pratiques dans ce domaine ont des tendances discriminatoires à l'égard des femmes. Face à cette injustice accablante, les acteurs impliqués dans la gouvernance foncière veulent aujourd'hui amener les différents maillons de la chaîne à tenir compte de la gente féminine dans la gestion des terres. L'action se poursuit par le plaidoyer au niveau des autorités administratives, des autorités traditionnelles, religieuses, par rapport à la situation de la femme, surtout la femme. Parce que quand je parle de la femme, je suis une femme, je ressens ça dans mes entrailles, parce que si jamais je perds mon mari, je n'ai pas le pouvoir de sécuriser ou bien d'avoir une main mise sur une bonne partie de la richesse que j'ai construite avec mon mari. Quand je parle de richesse, ce n'est pas de l'égoïsme, hein? On parle de l'équité. Même dans les familles où vous trouvez que la femme est l'épée, elle fait toujours recours à son frère, ou à son mari, ou à son ami pour acquérir une terre. Et ça, on voudrait vraiment partager, consolider, apporter le plaidoyer, sensibiliser les communautés pour que chacun s'approprie la démarche de la sécurisation des terres. Quand on parle de sécurisation des terres, peut-être les gens vont penser que c'est un autre gros mot, mais le titre foncier, comme d'habitude, l'immatriculation d'un terrain. Basé sur une démarche participative, les résultats de l'étude sur les différentes pratiques et les problèmes fonciers sont présentés comme un plaidoyer en faveur d'une réforme qui répond aux besoins des groupes vulnérables et marginalisés. C'est plein d'espoir que les différents acteurs quittent la salle de réunion de la Maison de l'élevage et du développement durable d'Ongaoundiri. Les régions du nord-ouest Cameroun, du sud-ouest Cameroun et de l'extrême nord du Cameroun, déclarées zone économique sinistrée, le Premier ministre l'a rendu officiel à travers un décret reconnaissant ce statut conformément aux dispositions du Code général des impôts. Adrienne Bodem. Le décret du Premier ministre Dion Ngouté est daté du 2 septembre 2019. Les termes sont clairs et précis. Le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord Cameroun déclarés zone économiquement sinistrée. Statut désormais officiel en conformité aux dispositions des articles 121-121 bis du Code général des impôts au Cameroun. Pour comprendre la raison d'être de ce décret, il faut revenir en 2013. L'extrême nord Cameroun subit les affres de la secte islamiste Boko Haram, des exactions qui ont contribué à fragiliser sérieusement le tissu économique. Aujourd'hui, la lutte engagée par le pays contre les éléments de la secte islamiste a par ailleurs aggravé une situation de précarité déjà existante. Près de 36% de Camerounais y vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec un revenu journalier de moins de 1000 francs CFA. Le nord-ouest et le sud-ouest, quant à elles, sont dans l'étau des conflits armés qui opposent l'armée régulière aux séparatistes ambazoniens depuis la fin de l'année 2016. Un théâtre d'affrontement qui a fini par paralyser la vie économique de cette partie du pays. Le décret de Joseph Dion Ngouté n'est pas fortuit, il est en réalité incitatif. Il est question pour l'État du Cameroun d'attirer dans ces régions sinistrées des investisseurs. Ce statut va permettre au gouvernement, conformément au texte de loi en vigueur, d'offrir des incitations diverses aux entreprises désireuses de s'installer dans ces zones touchées par l'insécurité. Ces incitations prennent principalement la forme d'exonération d'impôts sur une période de 3 ans. Le challenge pour le gouvernement camerounais reste d'offrir aux populations de ces 3 régions du pays un environnement sécure. Zéro accident de circulation, donc 0 mort sur les axes routiers de la région du littoral. C'est l'objectif d'une campagne de prévention routière lancée par la délégation régionale du ministère des Transports pour le littoral sur la nationale numéro 5. Les précisions de Frédéric Moutomé et d'Étienne Monté.
Loin de l'effervescence observée depuis ce 2 septembre 2019 dans les enceintes des écoles, lycées et collèges du Triangle national, rue et artère de Douala, capitale économique du Cameroun, grouille de monde, et ce en raison de la rentrée scolaire 2019-2020. Au lieu dit marché chinois à Aqua, par exemple, comptoirs, étals et autres vendeurs ambulants achalandés pour la circonstance, des produits divers de rentrée n'attirent pas grand monde. Pour le moment, la rentrée, là, c'est trop dur pour le moment. Donc, on n'achète même pas les sacs, on en paye les sacs. Les sacs sont chers, mais on ne vient que demander, on ne fait que partir. Donc, actuellement, là, il n'y a rien qui passe. Nous sommes là comme ça. Moi, je suis là depuis le matin, même pas un sac. Et même, on ne demande même pas. Marché, c'est avant qu'il y avait le marché, mais maintenant, s'il n'y a rien. Depuis le matin, nous, on est là, rien ne sort. On est là, on regarde. On espère que non, demain, ça pourrait aller. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, la route est sec. Les élèves sont à l'école. Il n'y a personne au marché. Donc, les parents ne viennent pas acheter? Les parents ne viennent pas acheter. Ça ne passe pas. Le marché de cette année, ce n'est pas comme les années précédentes. Le marché de cette année, ça nous a dépassé. Pour les commerçants, la faute à la conjoncture économique, pas du tout favorable aux activités commerciales en cette rentrée scolaire. Les parents disent qu'il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent dehors. Donc, on essaye de... Bon, aussi, disons que les sacs sont chers. Et on essaye aussi de leur faire comprendre que ce n'est pas de notre faute si les sacs sont chers. Et même au magasin, on ne nous laisse pas. Le sac qu'on payait peut-être l'année passée à 5 000. Aujourd'hui, on paye à 6 000. Vous voyez, les prix ne font que s'augmenter. Au marché, les prix sont enflammés puisque le sac, l'année passée, j'ai payé à 2 000. Bon, cette fois-ci, on me dit 2 500. Bon, vous voyez que, bon, avec la vie qui est d'abord dure, on ne s'en sort même pas et puis les choses sont chères, on ne sait pas où on va aller avec tout cela. Pour le moment, là, voilà les sacs que je vais payer. Bon, vous pouvez imaginer le prix, ça va aller même à plus de 6 000. Bon, vous pensez qu'on ramasse les 6 000 là facilement aujourd'hui. Les choses sont dures. On ne gagne même pas 2 500 jours. Même pas 2 000, je peux dire. Et il faut rationner, il faut tout cela. Donc. Même inscrit, on n'a pas encore inscrit, même comment payer les sacs. Une rentrée aussi difficile pour les parents d'élèves qui vont et viennent devant ces commerçants, question d'obtenir le meilleur prix pour les fournitures diverses de leur progéniture, même si quelquefois la qualité et le coût de ces fournitures est très souvent remise en question par les parents. Les prix des sacs sont excessivement élevés cette année, mais je comprends parce qu'on nous dit que les prix de la douane ont augmenté, ce qui fait que les prix de toutes les marchandises ont augmenté sur le marché. Abordable. Par rapport aux années précédentes, les prix sont quand même abordables. Les prix ne sont pas abordables, les prix sont trop chers. Nous ne pouvons même pas acheter les sacs au marché. Les sacs sont les sacs chinois, les prix sont à 10 000, 6 000 et tu ne vois même pas la qualité du sac. Les sacs qui vont se gâter à un moment à l'autre. Donc les prix de cette année sont trop chers. Autre lieu, même effervescence, nous sommes ici, dans le terminal d'une agence de voyage interurbain. Les passagers en grand nombre, parmi lesquels plusieurs centaines d'élèves attendent de pouvoir embarquer pour leur destination finale. Seulement, embouteillage, file d'attente et bagarres sont au rendez-vous. Chacun veut être à l'intérieur du gros porteur. Sentez vous-même que l'affluence a baissé pratiquement parce que je me dis les élèves sont déjà en classe. Les classes ont effectivement commencé depuis hier. Les derniers passagers ont voyagé hier également et quelques-uns ce matin. Donc nous avons retrouvé le rythme normal. Plus de 24 heures après le kick-off de la rentrée scolaire 2019-2020, les espaces commerciaux et les points de chargement des agences de voyage interurbains de Douala restent particulièrement sollicités au grand bonheur des opérateurs de ces différents secteurs qui semblent se frotter les mains. Pendant ce temps, les parents, eux, crient à la vie chère. Vous l'avez rectifié par vous-même en lieu et place de cette campagne de prévention routière en vue de réduire la courbe accidentogène des accidents de circulation sur la nationale numéro 5. Vous avez eu le niveau d'ambiance observé dans les agences de voyage, mais également dans les équipements marchands à quelques jours du kick-off officiel de la rentrée scolaire qui a eu lieu le 2 septembre dernier. On en vient maintenant à cette actualité du côté de Yaoundé.
Un homme s'est donné la mort après avoir égorgé sa fille de 4 ans. Un homicide doublé d'un infanticide qui fait suite à une rupture avec sa dulcinée, une mère de 2 enfants. Une décision que ce bourreau n'aurait donc pas acceptée. La scène macabre s'est déroulée au lieu-dit Colbison et au quartier Madagascar. C'est à Yaoundé. Jean-Oscar Libok, Mohamed Soumba 2. C'est un corps en état de putréfaction avancée que les services des sapeurs-pompiers viennent d'extirper de ce barricage ici, à Yomabang, au lieu dit Nouvelle Route Colbison. Le nommé Ayatou se serait donné la mort, non sans avoir créé des dégâts. Ayatou, qui vivait maritalement avec une femme, laquelle lui a fait 2 enfants. Cependant, le concubinage n'était pas la chose la mieux partagée du couple. La femme décide de quitter son conjoint avec qui la vie était devenue insupportable et même impossible. Après plusieurs avertissements, elle met finalement sa décision en pratique et quitte ce dernier en laissant les 2 enfants à la charge de son conjoint. Décision qui n'était pas acceptée par Ayatou, qui décide d'éliminer leurs 2 filles si elles ne retournaient pas dans son foyer. Et pour finir, samedi dernier, Ayatou fait le petit déjeuner à ses enfants et y met de l'eau de javel. La première fille refuse de le prendre. C'est alors qu'il empoigne un couteau de cuisine qu'il a préalablement fait limer la veille et égorge la jeune de 4 ans. La scène se déroule au quartier Madagascar, ici à Yaoundé. Parti avec ses 2 filles, Leila et Nounou. En rentrant, il leur a fait le déjeuner avec l'eau de javel. La grande soeur n'a pas bu. Et puis c'est la petite soeur qui l'a pris, l'a mis dans la chambre. Il a bloqué la porte. Il s'est mis à égorger. Il est arrivé au marché Madagascar, il a limé le couteau. En fait, de ce qu'on nous a dit quand on était au marché, qu'on a limé le couteau. Depuis là, ils ont les petits problèmes là, sa femme voulait partir. Et pour lui, c'était un choc. Petit. Elle voulait quitter la maison. Il disait que si elle ne rentre pas, il va tuer l'enfant. Après ce forfait, la suite, c'est cette carapace de sœur Ayatou que les corps des sapeurs-pompiers viennent de sortir de ce barricage à la nouvelle route Colbison. La mairie de Yaoundé s'est saisie de l'affaire, a mis les bouchées doubles et les moyens pour sortir ce corps de ce barricage. L'exécutif municipal Augustin Tamba a personnellement supervisé l'opération. Donc nous avons été saisis hier soir. Et nous avons également fait le relais au niveau des sapeurs-pompiers, étant entendu que la commune n'avait pas un dispositif pour pouvoir extraire le corps de là où il se trouvait dans l'eau et dans les marécages. Bon, les sapeurs-pompiers peut-être n'avaient pas également, comme il se faisait tard, n'ont pas pu intervenir dans la nuit, ils ne pouvaient pas intervenir dans la nuit. Et ce matin, nous avons mis en branle l'ensemble de l'arsenal qu'il faut, comme vous pouvez le constater. Et fort heureusement, les opérations sont achevées et je pense d'ailleurs que le corps a été identifié par la famille et par un certain nombre de riverains. Si la famille peut accepter de récupérer le corps, sinon la commune prendra ses dispositions, à savoir aller enterrer donc, le cimetière municipal. C'est fou de savoir à quel niveau la passion peut nous conduire à des extrémités. Lutte contre le grand banditisme et la criminalité dans la ville de Douala. Un gang de présumés malfrats depuis ce matin séjourne dans les geôles de la délégation régionale de la police judiciaire. Ce gang, constitué de 14 présumés bandits, était spécialisé dans le braquage et vol à main armée. Jean Jamaïda, Etienne Monté. Le spectacle de ce mercredi 4 septembre 2019 est digne d'un film hollywoodien au quartier Bessengue, lieu dit Pont Nouvelle Route, dans le 1er arrondissement de la ville de Douala. Une espèce de chasse à l'homme entre les forces de maintien de l'ordre et les malfrats qui sèment la terreur et la panique depuis quelque temps dans plusieurs quartiers de la métropole économique. Spécialisé dans les vols, agressions et braquages à main armée, 14 sur la vingtaine de ces hors-la-loi
ont été stoppés net ce mercredi au quartier Bessengue à Douala, alors qu'ils venaient à peine de dérober téléphones portables, des espèces sonnantes et trébuchantes, ainsi que des objets de valeur entre les mains des victimes. Et leur mode opératoire consiste à tromper la vigilance de leurs victimes, tout en donnant l'impression de pratiquer du sport en groupe de jeunes. Voilà, moi je suis un gars de Ngoji, je suis en Ngoji depuis 2014. Et moi, mon métier c'est le bensiking. Bon, ça fait aujourd'hui presque 2 mois que les gars qu'on les arrête là, ils nous dérangent. Oui, j'ai été victime parce que j'avais porté un client derrière moi, on a arraché son sac et on m'a amené au commissariat pour rien. Bon, aujourd'hui on a donc décidé, quand on nous a dit qu'ils étaient là-bas au cimetière de Ngoji, on a donc décidé de livrer ces gens-là aux gendarmes. Informés, des forces de défense et de sécurité nationale se sont lancés à l'assaut et il aura fallu user du gaz lacrymogène pour disperser cette foule en furie, décidée d'en découdre avec ces bandits de grand chemin. Et c'est ainsi que 14 parmi ces malfrats ont été interpellés et l'opération se poursuit dans plusieurs quartiers de la ville de Douala afin de rattraper leurs complices qui sont en cavale. Triste fin en effet. Merci Jean-Jamais Yetna. Le Cameroun vient de déployer plus de 1000 hommes en République centrafricaine. Ce 6e contingent opérera dans le cadre de la mission intégrée des Nations Unies multidimensionnelle pour la stabilisation de la Centrafrique, ce pays limitrophe du Cameroun en proie à l'insécurité depuis la crise politique en 2013. Reportage. L'armée camerounaise vient d'envoyer un nouveau contingent de plus de 1000 hommes en République centrafricaine afin de participer aux opérations de maintien de la paix dans ce pays en proie à l'insécurité. En effet, le Cameroun figure parmi les pays pourvoyeurs de soldats de la MINUSCA depuis sa création en 2014. La mission a été mise en place après un regain de violences intercommunautaires en République centrafricaine en 2013. Toutes choses qui ont replongé le pays dans une crise profonde. Des nouveaux heurts ont en effet éclaté dans la journée de dimanche à lundi dernier entre des groupes armés. Malgré l'accord de paix conclu au mois de février dernier, ce contingent camerounais, le 6e du genre, est constitué de 750 militaires et 350 gendarmes. Ils vont opérer dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Ce 6e contingent camerounais, avant de mettre le cap sur la République centrafricaine, a préalablement bénéficié d'une mise en condition opérée au camp du génie militaire de Douala, ainsi qu'au centre de perfectionnement technique de maintien de l'ordre. Pour rappel, dès sa mise en place, la MINUSCA a été dirigée par le général de brigade camerounais Martin Chomu, qui est décédé dans un hôpital aux États-Unis dans la nuit de dimanche 29 au lundi 30 novembre 2015. Hors de nos frontières, le ministre de la Police en Afrique du Sud s'engage à rencontrer les communautés locales suite aux actes xénophobes observés dans ce pays. Les détails de nos confrères d'Africa News. Le ministre de la police sud-africaine s'engage à rencontrer les communautés locales à la suite de violences xénophobes dans le pays. Beki Sele espère trouver une solution aux actes de vandalisme d'ici la fin de la semaine. Il doit vérifier un déploiement, en particulier contre les pillards, contre la destruction de biens et contre toute autre forme d'action criminelle. Nous travaillerons en tant qu'organisme d'application de la loi pour prévenir toute autre chose qui pourrait arriver avant dimanche. Nous travaillerons dur et espérons pouvoir trouver une solution finale d'ici dimanche. Les violences et les pillages ont débuté dimanche après la mort de 3 personnes dans l'incendie d'un bâtiment du centre-ville de Johannesburg, avant de se propager dans les quartiers, puis à Pretoria. Les manifestations ont fait 5 morts, alors que la police annonce l'interpellation de 70 autres. En sport à présent, les Lions indomptables du Cameroun ont été tenus en échec sur leurs propres installations. C'était face à l'Éthiopie, match comptant
pour le deuxième tour éliminatoire des Jeux Olympiques prévus à Tokyo en 2020. Les précisions de Zobel Apollinaire Ban et Davis Soué. C'est une rencontre qui était très attendue par de nombreux Camerounais, surtout après le match nul d'un peu partout, enregistré au match aller. Au stade Abadoua Idjo de Yaoundé ce mardi, l'on attendait de voir une équipe camerounaise plus concurrente, capable d'imposer son hégémonie à domicile. Mais la réalité sur le terrain a été tout autre. Après une première période stérile marquée tout de même par quelques actions sporadiques des deux côtés, les deux formations retrouvent les vestiaires avec le score de 0 but par. La deuxième période aura été elle aussi à l'image de la première, mais cette fois avec des lions indomptables plus diminués avec l'expulsion de Gabriel Abou Diongene. Les Éthiopiennes, bien organisées sur le plan défensif, ont tenu jusqu'au terme des 90 minutes de jeu. 0 but partout. La rencontre s'achève sur un score nul et vierge de 0 but partout, mais Alain Djimfa et ses filles reviennent de loin. Et cet après-midi, on le savait, devait être difficile parce que déjà sur le plan physiologique, vous le savez, les pays d'Afrique de l'Est nous créent toujours beaucoup de difficultés sur le plan du jeu. Heureusement pour nous qu'au match aller, on avait déjà fait un bon résultat. Ceci étant, nous préparons déjà le prochain match. Nous tenons compte de la préparation de nos joueuses. Je vous ai dit tantôt, la plupart des joueuses sortent de la préparation en club. Elles n'ont joué qu'un seul match en club pour certaines. Au Cameroun, le championnat a arrêté. Donc vous comprenez que ce n'est pas facile. Bon, maintenant, nous allons prendre tout cela en compte pour pouvoir faire un plan de préparation déjà pour le prochain match qui se joue en début du mois prochain. Et puis, je crois que là, ça ira parce que beaucoup pourront déjà avoir 4 à 5 matchs dans les jambes et être plus compétitifs. Mais grâce au but marqué à l'extérieur, les Lions indomptables parviennent à obtenir leur qualification pour le 3e tour. Et le prochain adversaire du Cameroun s'appelle la République démocratique du Congo. Le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football s'est réuni hier à Yaoundé pour tabler sur l'avenir du football professionnel dans notre pays. L'une des résolutions à retenir de ces assises, c'est la mise sur pied d'un comité technique transitoire. Zobel Apollinaire Ban, Elvis Ngoué. La Fédération camerounaise de football n'a pas reculé tel que le pensaient déjà bon nombre d'acteurs du sport roi au Cameroun. L'instance que dirige Sédou Bobo Ndoya est restée ferme malgré le courroux du général Pierre Semengue, désormais mis à l'écart en ce qui concerne la gestion du football professionnel au Cameroun. En lieu et place de la LFPC, la FECAFOOT vient de mettre sur pied un comité technique transitoire chargé de gérer les affaires courantes et de restructurer le football professionnel. Celui-ci a pour mission de redorer le blason de cette discipline au Cameroun, loin de tous les manquements observés dans la gestion de la Ligue de football professionnel. Que l'inexistence des règles de procédure budgétaire et financière, l'inexistence d'un organigramme et d'un plan cohérent de gestion de ressources humaines favorisant la pratique peu orthodoxe, des pratiques peu orthodoxes. La remise en cause répétée de la tutelle de la FECAFOOT, de la Fédération et de ses prérogatives. Plus encore, une dette locative inexplicable de 4 années d'arriérés de loyer. La FECAFOOT rappelle par ailleurs que la LFPC a été créée par ses bons soins le 28 mai 2011 et qu'à sa création, celle-ci s'était engagée à se soumettre entièrement aux obligations découlant des statuts de la Fédération, ce qui semble ne pas être le cas de nos jours. Pour la FECAFOOT, la mise sur pied d'un comité technique transitoire ne vise aucunement la personne du général Pierre Semengue, élevé au rang de président d'honneur de la FECAFOOT lors de l'Assemblée générale du 26 juillet dernier. Décision qui reste en vigueur, mais il est question de sauver le football camerounais de son déclin. La commission technique de transition mise sur pied sera pilotée par Alim Konaté. En plus de cette résolution qui continue de faire couler beaucoup d'encre de salive, 10 autres résolutions ont été prises au cours des assises. Résolution numéro 8. Le comité exécutif prend acte des recommandations formulées dans son rapport par la commission ad hoc chargée d'examiner les conditions et modalités de poursuite et d'achèvement des travaux de construction de l'immeuble siège situé à Ouaga.
Résolution numéro 9. Le comité exécutif prend acte des recommandations formulées dans le rapport de M. Joshua Ossi relatif à la mise sur pied d'un chronogramme de la Ligue de football féminin. Les travaux se sont déroulés dans un climat plutôt de paix après le départ du général Pierre Semengue qui a quitté promptement la salle. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.